Salut, ici Patrick Lagacé. Chaque matin, avec Fred, Catherine, Marc, Stéphanie et Bénédicte, on vous informe dans la rigueur et la bonne humeur. C'est un rendez-vous dès 5h30. Lagacé le matin au 98.5 Montréal. L'inimitable. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech. Alain McKenna ici avec Pascal. On est à nouveau cette semaine à distance pour des raisons sérieuses et professionnelles. Hein, Pascal? Alain, tu dis toujours « on » et à chaque fois, je dois te corriger. Moi, je suis toujours à Montréal, sur le chic plateau. Toi, t'es en déplacement. Je veux dire, on est en distance l'un de l'autre. On n'est pas ensemble parce que la semaine dernière... Oh, d'accord. C'est vrai, on a eu le plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir. C'était vraiment un bel épisode. C'était vraiment excellent. Puis, je rappelle aux gens qui ont peut-être raté l'occasion, qui veulent peut-être se le faire rappeler, on a encore le tirage pour un PC Incertec. Envoyez-nous un courriel sur la page animateur du site 985fm.ca. Trouvez Pascal ou trouvez-moi. Envoyez-nous un courriel, notez le nom, Incertec, c'est là où on a tourné l'épisode. On va vous mettre dans le tirage. On va y tirer un peu. On a eu plusieurs dizaines de gens qui sont inscrits déjà. Oui. Mais on veut faire durer le plaisir. On va en faire encore pour une couple de semaines. On va prendre les noms. Envoyez-nous vos noms par courriel, puis on va vous inclure dans le tirage. Mm-hmm. Ah, c'est génial. L'occasion d'être ensemble. Donc, c'est pour ça que je disais, là, présentement, on a revenu un peu à normal, où on est chacun de son côté. Parce que dis-nous, ceux qui voient pas que tu as un décor champêtre derrière. Et vous excuserez peut-être le son, si jamais le son est pas bon. Je suis présentement à Cupertino, en Californie, à côté du Apple Park, qui est le siège social où Apple, le beigne d'Apple. Est-ce que c'est ce qu'on voit derrière, ceux qui nous regardent sur... Est-ce qu'on voit l'espèce de... Oui. Je l'ai flouté parce que c'est ma caméra qui est comme ça, mais si je défloute, vous verriez le dessus là, du campus d'Apple. J'étais il y a un instant parce qu'ils nous ont présenté, et je suis ici pour ça, c'est la conférence annuelle des développeurs d'Apple, la WWDC, qui est affectueusement surnommée Dub par les gens qui viennent ici assez souvent. On va en parler d'ailleurs dans nos nouvelles. Ça va être le gros de nos nouvelles de cette semaine. On va faire une édition express parce que on va condenser tout ça. Il y a beaucoup de petites choses. On va essayer de faire un résumé. Puis on aura nos produits de la semaine ensuite. On va saluer nos partenaires quand même pour partir ça du bon pied. TELUS et Plan Hub. TELUS, grâce à qui je suis présentement en train de diffuser parce qu'on enregistre à travers la magie des ondes et j'ai mis ça sur ma ligne TELUS qui est nord-américaine. Donc ça, c'est le fun. Il faudrait bientôt faire des événements au Mexique parce que j'ai cru comprendre que désormais, le forfait Amérique du Nord des fournisseurs canadiens inclut le Mexique. Donc, merci à TELUS. Et si vous cherchez le meilleur forfait Internet maison, des choses comme ça, pour l'été, semble-t-il que Plan Hub a des spéciaux en ce moment, des codes promo plein le site web, donc il faut aller les voir eux aussi. Plan Hub ici. C'est un autre partenaire d'Une tasse de tech. Ici, et puisqu'on parle de TELUS, il y a le retour du concours Aidons nos PME, qui offre plus d'1 million de dollars. Vous êtes une PME, 1 million de dollars en prix et en récompense pour appuyer les petites entreprises canadiennes. On a jusqu'au 3 septembre 2025 pour s'inscrire. Les propriétaires peuvent s'inscrire sur telus.com/aidons nos PME pour gagner un des 5 grands prix d'une valeur de plus de 200 000 $ chacun. Profitez-en. Il y a des 75 000 $ de financement, de la publicité, de la technologie TELUS, plein de choses comme ça. Le concours Aidons nos PME de TELUS pour avoir d'une possibilité de gagner un prix. C'est pas un laptop Incertec? Mais... Pas aussi, le 75 000 $ c'est quand même pas si pire. Quand même. Incertec, c'est quelque chose. 75 000 $, on peut l'accepter. Et c'est ça. Et on va parler du WWDC d'Apple, de la Nintendo Switch 2. Tu l'as essayé, j'ai vu quelqu'un l'utiliser abondamment, la tablette Pad 3 de OnePlus et du nouveau stick de Roku, le tout petit bâton qui vous permet d'avoir une télé intelligente pour vraiment pas cher. Est-ce qu'on commence par parler de ton expérience, Alain? Tu sors de meeting, de briefing, tu es là en personne. Qu'est-ce que tu as retenu? Un WWDC Express. Un peu comme la rumeur le laissait entendre avant la conférence, il y a eu très peu. On a parlé d'intelligence artificielle. Chez Apple, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de Apple Intelligence, parce que c'est leur brand, c'est la marque de leur modèle. On s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de nouveautés transformationnelles ou de grosses affaires du genre... il y a quelques semaines, chez Google I.O., on parlait d'IA universelle, en voulant dire que c'est la future génération d'une espèce de super assistant d'IA qui va tout faire pour vous. Chez Apple, on a gardé ça plus modeste. On dit non, nous, au lieu d'avoir une grosse application à tout faire, on préfère injecter des petites applications d'IA un peu partout. C'est d'ailleurs la grosse approche. La grosse annonce, c'était la création je pense qu'il l'appelle le Apple
Foundation Framework, qui est un paquet d'outils fournis aux développeurs pour intégrer ou exploiter le modèle d'IA d'Apple Intelligence dans les applications qu'ils développent. Donc, les applications tierces, tout ce qui est pas les produits Apple sur les plateformes d'Apple pourront utiliser les modèles qui sont, pour la plupart du temps, chez Apple, sur l'appareil même. Donc, on va pas dans le nuage, comme on va pas chercher ChatGPT ou Gemini ou rien. On peut le faire parce qu'on le sait, Apple a des ententes avec OpenAI pour aller chercher ChatGPT, mais ça arrive comme en deuxième étape dans le processus. Et c'était peut-être la plus grosse nouvelle du côté de l'intelligence artificielle chez Apple, c'était cette volonté-là d'avoir les applications des autres développeurs utilisées. Parce que vous savez, si une application sur iPhone utilise Apple Intelligence, le raisonnement d'Apple n'est pas bête, c'est que les développeurs vont vouloir offrir le même genre de qualité de service sur Android ensuite. Et que devront-ils faire? Ils devront se trouver un autre partenaire sinon utiliser l'outil d'Apple. Donc, ça pourrait amener de l'eau au moulin d'Apple Intelligence qui, si on se fie à la rumeur, bien sûr, parce que Apple ne dit jamais rien à propos de rien sur ces choses-là, mais ils ont fait du retard et ils ont eu beaucoup de misère à l'interne à livrer ce qu'ils avaient promis. Ils l'admettent un peu. Ils disent, écoutez, on a promis l'année dernière qu'on aurait plein de nouveautés intégrées dans Siri, qui serait, dans le fond, une version 2.0 de l'assistant numérique vocal d'Apple. Mais ça a été remis à l'année prochaine. Donc, on a pris du retard, on l'assume et on dit, bon, entre-temps, voici ce qu'on offre. Il y a beaucoup de génération d'images. C'est très ludique, la façon dont le contenu est créé chez Apple. Mais je voudrais dire, c'est pas ça veut ne pas être trompeur, ce qui est souvent un problème. On a vu beaucoup d'IA, entre autres, reproduire des styles, imiter des signatures visuelles. Et là, ça soulève plein de questions sur la propriété intellectuelle. Chez Apple, on essaie de se tenir loin de ça. Je veux dire, ça, c'est quand même bien. Et comme le modèle est sur l'appareil la plupart du temps, ou sur des serveurs Apple le reste du temps, on dit que les données sont mieux protégées. Donc, vos renseignements personnels ne vont pas... en fait, c'est drôle parce que la façon dont Apple Intelligence fonctionne, même quand il va chercher de l'information chez ChatGPT, chez OpenAI, l'information qui est transmise est anonymisée. Donc, utiliser ChatGPT à travers Apple Intelligence, c'est la façon la plus sécure d'utiliser ChatGPT, c'est quand même pas banal. Mais c'est l'élément sur lequel Apple veut se faire reconnaître. Ils disent, nous, on veut vous fournir des trucs d'IA, et sans être le one-stop shop, on sait au moins que quand vous l'utilisez, vos données sont mieux protégées. Prenez ça comme ça. Donc, c'est pas la grosse nouveauté, mais la grosse nouveauté, c'était très... À la limite, ça semble très esthétique, mais on a procédé à un gros balayage d'interface. On a refait tous les logiciels, toutes les présentations, tous les systèmes d'exploitation sur toutes les plateformes d'Apple ont été revus. Il y a beaucoup d'harmonisation. Il y a une volonté de rendre toutes les choses très unifiées, harmonisées dans la présentation visuelle, dans les graphismes. Et le mot-clé, l'expression clé, c'est liquid glass. Liquid glass. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Ça veut dire les couches visuelles, une par-dessus l'autre. Là, c'est comme les espèces des menus défilants ou les trucs qui surgissent, les pop-ups, ces choses-là. Ça apparaît sur une surface qui reproduit le comportement d'un verre, j'aimerais quasiment dire verre coulant, ce qui est pas loin de leur expression. C'est-à-dire que les bordures reflètent un peu comme le ferait du verre bombé, du verre soufflé. C'est très joli. Si vous êtes du genre à payer 100$ par année pour être développeur chez Apple, vous pouvez déjà installer la bêta et le voir sur vos propres appareils. Ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a encore des petits coins un peu mal dégrossis, là, mais ça donne un aperçu de ce à quoi ça va ressembler plus tard. Et ça a été décliné sur toutes les plateformes. Je ne sais pas si tu as regardé, Pascal, si tu as retenu les éléments clés qui t'ont fait plus réagir que d'autres, là, mais il y en a sur toutes les plateformes, donc on peut pratiquement passer une après. Là, oui, tout à fait. On pourrait passer, parce qu'il y a eu évidemment des centaines de mises à jour. Moi, j'ai regardé un peu les annonces, les grands communiqués qu'Apple a fait. Ce qui a retenu mon attention, c'est que comme c'était prévu, tout devient 26. Donc, c'est iOS 26, iPadOS 26, tout devient 26. Fait que il n'y aura plus de mémorisation à faire, que c'est iPadOS 19 et compagnie, ainsi de suite. Donc, tout va devenir 19. C'est 26, je m'excuse. Donc, l'année suivante, pas l'année actuelle. Donc, ça va peut-être inciter les gens à revenir. Encore une fois, on se questionne pourquoi mettre un chiffre alors qu'il aurait pu juste appeler ça iPadOS de l'année. Le truc que j'ai vu aussi, puis encore une fois, c'est quelque chose que certains utilisateurs, ceux qui ont des Mac basés sur Intel, c'est la dernière version qui va être utilisable sur le macOS Tahoe, c'est le nom de code. macOS 26, dont le surnom va être Tahoe. Ça, c'est une tradition qu'on a conservée, tu vois, malgré l'harmonisation des noms de modèles, des numéros de version, de garder le surnom de macOS. Le petit nom de code ici. C'est ça. Ça va être la dernière version qui va être supportée pour les Mac basés sur Intel. Donc, ceux qui ont des Mac un peu plus anciens, ça vous donne un petit incitatif. Il va quand même avoir 3 ans de support de sécurité.
Fait que votre Mac Intel n'est pas encore désuet, est encore fonctionnel, mais il va avoir 3 ans de mise à jour de sécurité. Après, pensez peut-être à considérer l'achat d'un nouveau Mac ou passer chez Incertec. Vous gardez ça sur macOS Tao. Oui, effectivement, vous pouvez acheter une autre machine déjà un peu plus jeune, mais pas nécessairement neuve si vous voulez sauver des sous. Bon. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est que les AirPods vont maintenant offrir, et ça, j'ai bien hâte que ce soit appliqué. J'ai bien hâte parce que je te vois utiliser un AirPod en ce moment comme micro et comme écouteur, qui vont avoir de la qualité studio dans le AirPod. Ouais, c'est très, très hâte de voir. Et on va pouvoir contrôler la caméra avec ces écouteurs. Ouais, ça va être... Je te corrige, j'ai un micro externe pour le son. Voilà. Je ne ferai pas confiance. Je vais pouvoir le tester. Je ne ferai pas confiance à un écouteur Bluetooth pour parler. Et voilà. Il y a la latence, puis il y a un paquet d'affaires. Et voilà. Et donc, il semble que tu vas pouvoir bientôt, on va pouvoir le tester à une tasse de tech, d'avoir la qualité studio. L'autre grosse nouvelle, je crois que c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne. On parlait du iPad qui se transformerait de plus en plus en Mac. On va maintenant avoir dans iPad OS 26 une gestion des fenêtres. Donc, on va pouvoir ouvrir des fenêtres, les déplacer, les fermer et même avoir une petite barre de menu qu'on va pouvoir déplacer sur son écran. Fait que notre iPad va vraiment visuellement ressembler à une interface d'un Mac. Est-ce qu'il y a une fusion possible un jour? Quand on y pense, c'est le même processeur. La rumeur, c'était que parce qu'évidemment, Apple ne fait pas de MacBook écran tactile, mais le plus proche... Non. Steve Jobs a dit que c'était mal. C'est un iPad avec... Je veux dire ceci parce que ça aussi, c'est quand même l'inverse de ce que Steve Jobs voyait, c'est que je sors d'une démo là, où nous ont présenté toutes les plateformes et celle qui a fait le plus jaser, c'est effectivement iPadOS parce que c'est la plus grosse transformation là, parmi les logiciels présentés, celle du iPad. Et la grosse affaire, c'est l'application fichier. Jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de fichiers sur iPad. Il n'y avait pas de fichiers non plus sur iPhone. C'est-à-dire qu'il y avait des applications et on pouvait faire des vidéos. Il n'y avait pas de répertoire, de sous-répertoire et ainsi de suite qu'on pouvait manipuler comme l'informatique, exactement, n'existait pas. Et là, on a introduit récemment l'application de fichiers. Et là, on va loin dans l'intégration de l'application de fichiers. Avec en fait, c'est que sur iPad, avec iPadOS 26, l'écran se présente presque comme un bureau d'ordinateur. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fenêtres. Les fenêtres sont par défaut en plein écran. Mais on peut les redimensionner et les dispositionner comme on le ferait sur un Mac. Je pensais au début que ce serait très axé sur la nécessité d'avoir un clavier et un pavé tactile pour jouer avec ça comme on le fait avec un ordinateur. Mais ça se fait quand même assez bien de façon tactile avec le doigt à l'écran. C'est pas si mal. Mais clairement, on va vendre beaucoup d'accessoires quand même parce que ça devient pas mal plus fun d'utiliser ça avec des périphériques, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à un ordinateur rendu là. Et ce système de fenêtres-là, qui est très multitâche, permet le glisser et déposer de fichiers. Donc, le drag qu'on fait sur un Mac, on va pouvoir le faire aussi sur iPad. On va pouvoir colorer les dossiers, annoter les documents. On peut rajouter des emojis sur les dossiers. On peut personnaliser beaucoup la partie très fichier, très informatique du iPad. Donc, on va à fond sur ce créneau-là. Et ça ressemble de plus en plus. Et il y a aussi la barre de menu qui apparaît en haut des applications, comme la barre des menus sur un Mac. Donc, vraiment, on s'en cache plus. On se dit, l'iPad, désormais, va être un outil de travail comme le serait un Mac. On n'a aucune idée, personne ne le sait vraiment, comment l'acheteur moyen va faire la différence. C'est-à-dire, est-ce que je veux travailler sur Mac, je veux travailler sur iPad? Clairement, on brouille la piste, mais je pense que c'est nécessaire parce que du côté de Windows, avec Windows 11, et le fameux concept d'hybride 2 en 1 tablette PC que Microsoft pousse beaucoup, il doit y avoir beaucoup de pression chez Apple pour arriver avec une formule semblable là, d'une espèce d'appareil tout en un. Et l'iPad s'en approche un peu, définitivement. Oui, c'est vraiment la plus grosse transformation de tous les appareils au niveau logiciel qui a été annoncé aujourd'hui. Se demander où sont ces fichiers quand tu travailles, c'est important. Si tu es obligé de fouiller dans chacune des applications et tout. Et encore une fois, il y a des dizaines, j'imagine, écrivez-nous, dites-nous ce qui vous a plu dans les annonces du WWDC. Mais il y a aussi une application gaming. Oui. Un peu partout, en fait, sur Mac. Sur macOS. Je pense que sur iPad aussi. Il y a d'autres applications aussi, je vais revenir après, mais il y en a une aussi sur iPhone, l'application gaming, où je pensais que c'était comme la partie jeux vidéo du App Store qu'elle allait être sortie, mais non, c'est vraiment un endroit où s'agrègent les jeux qu'on télécharge sur App Store ou les jeux d'Apple Arcade, l'espèce de service en streaming. Il y a un leaderboard, donc on peut aller là pour consulter où on se situe dans les classements des jeux multijoueurs. On peut lancer des défis à nos proches, à nos contacts à travers ça dans différents jeux.
Il y a beaucoup d'éléments de jeux sociaux qui sont intégrés à ça. Je pense que ça signifie la fin de Game Center, qui est une espèce de... Je sais même pas c'est quoi, c'est une espèce de... Au départ, ça se voulait être un réseau social de jeux vidéo qui n'a jamais décollé chez Apple. Il est très intégré pour garder en note les scores des joueurs et tout ça. Là, je pense que ça va être absorbé par la nouvelle application du jeu. Sur iPad, il y a une nouvelle application de téléphone. Téléphone? Parce que la fonction téléphonique du iPhone se trouve à être désormais reproduite sur iPad et sur Mac aussi. On peut prendre un appel de n'importe où dans l'écosystème d'Apple si on est jumelé sur le même compte iCloud, essentiellement. Okay. Et l'application téléphonique a aussi droit à sa mise à niveau. Entre autres, on peut désormais c'est un réglage qu'on active dans les réglages, nécessairement, où on peut filtrer les appels. Ça veut dire que si quelqu'un vous appelle qui n'est pas un numéro connu, une voix automatique répond à votre place. Pour l'instant, si je me rappelle bien, c'est strictement en anglais, mais je suis pas sûr, il faudrait regarder, parce que j'ai quand même les réglages en français, mais j'ai pas réussi à l'essayer sur un téléphone configuré en français encore, mais c'est donc une voix synthétique qui répond. Et dit, voulez-vous me dire pourquoi vous appelez? Et là, la personne répond et c'est transcrit en texte à l'écran de votre téléphone à vous, de votre iPhone. Et là, vous pouvez décider à partir de là si vous continuez la conversation à l'écrit, donc par messagerie texte, ou si vous répondez pour prendre l'appel vocalement. Donc, il y a une fonction il y a ça. Il y a un dossier spam. Il y a un dossier appel inconnu dans l'application messagerie aussi, et tout ça est unifié sur toutes les plateformes. Ça rejoint beaucoup ce que je pense les pixels font déjà du côté de Exactement. C'est quelque chose que Apple, on innove chez Apple en prenant quelque chose qui est offert depuis quelques années maintenant, du côté pixel. Il y a quelque chose de le fun parce que quand il y a une nouveauté qui apparaît chez Android, c'est comme, c'est intéressant. Quand il arrive chez Apple, c'est comme, il était temps. Tu sais, la réaction est un peu différente. Mais là, on rejoint un peu ça. On détecte parce que messagerie texte, on reçoit beaucoup de faux messages. Oui. Apple se base sur, depuis des années, là, on peut comme effacer des messages et les signaler comme indésirables. Et là, ils ont pris toute cette information-là, accumulée partout dans le monde depuis toujours. Et ils vont, à partir de là, décider si les messages que vous recevez sont des spams ou pas. Je sens que ça va créer cette habitude qui était déjà existante dans les courriels où les gens vont vous dire, regarde dans ton dossier spam, c'est là que ton email est rendu. Là, les gens vont dire la même chose. Si t'as pas reçu mon texto, il était dans tes spams. Fait que là, ça va créer une nouvelle deuxième habitude. Donc oui, il y a ça. Puisqu'on est sur l'iPhone, il y a quand même pas mal de nouveautés dans iOS 26 aussi. Je parlais d'Apple Intelligence. Tantôt, peut-être la plus grosse application qui est ajoutée, c'est ce qu'Apple appelle la Visual Intelligence, donc l'intelligence visuelle, c'est-à-dire qu'on peut faire la recherche par image à partir d'une saisie d'écran sur l'iPhone. On a beaucoup amélioré la façon dont on va chercher de l'information à partir d'une image comme ça. L'application Visual Intelligence peut désormais lire ce qui est à l'écran ou voir les images. Et là, vous pouvez décider soit d'aller sur le modèle d'IA sur l'iPhone ou vous pouvez aussi demander à ChatGPT d'interagir avec ça directement. Et ça, c'est dans la fonction de saisie d'écran. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant de ce côté-là dans l'intégration. Ça, je pourrais le faire avec le téléphone moto. Tu as le bouton Perplexity qui permet justement d'appuyer sur le côté puis de capturer. Puis tu pouvais aussi le faire depuis un moment du côté Android, capturer une... Circle to Search, je pense qu'il y avait Circle to Search, exactement. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est sûr qu'Apple va... C'est la même chose, là. C'est ça. Donc, c'est la même fonction, mais c'est juste la gestuelle est un peu différente, je veux dire. Oui. Mais je pense que ça confirme des habitudes. C'est-à-dire qu'on voit ce qui était déjà intégré dans Android et là, ce qui est intégré dans iOS ou dans les autres OS, dans le fond. Mais ce que ça semble dire, c'est que voici la façon dont les gens l'utilisent, donc voici pourquoi on l'intègre. Donc, cette capacité de recherche visuelle, recherche à partir d'images, semble quelque chose qui était très demandé. Là, ce que je trouve étonnant, surtout étonnant, ce qui est amusant, à la limite, c'est que la fonction de saisie d'écran, qui a toujours été un peu caché sur les téléphones. C'est pas quelque chose qui était comme voici un bouton pour faire ça. Est devenu quelque chose de super courant. Apparemment, tout le monde utilise ça tout le temps. Mais oui. Les gens font, plutôt que de partager une photo ou un lien web, font une capture d'écran de la page, puis envoient la capture d'écran. Au lieu de partager une photo, prennent une capture d'écran de la photo, puis là, je me dis, mais OK, il y a une littératie numérique qui se perd. Il y a quelque chose qui m'irrite un peu. Quand tu reçois des captures d'écran d'articles qui sont, au lieu d'envoyer le lien, là, tu es obligé de chercher l'article. Et donc, je trouve ça assez particulier. C'est un nouveau truc, effectivement. Et j'en ajouterai un autre, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on n'a pas parlé de tvOS, il y a plein d'affaires, mais la grosse nouveauté, il y en a une sur watchOS. watchOS, il y a deux choses que je retiens. Il y a bien d'autres affaires. Là. Oui.
il y a un nouveau geste. C'est-à-dire que si quelque chose apparaît sur votre montre, vous faites un petit mouvement de poignet comme ça et ça décline la chose. Donc, ça décline une notification, un appel, une fonction dans une application qui n'est pas nécessairement le système de base. Vous pouvez rejeter un appel en faisant ça. Et ça me rappelle, parce que là, ils sont rendus avec 3 gestes maintenant sur l'Apple Watch. Ce ne sont pas des gestes du doigt sur l'écran. Et ça me rappelle à quel point Wear OS, il y a de cela 3 générations, était en avant de tout le monde. Google a rétro-pédalé, a tout retiré ces gestes automatisés. Et là, Apple est en train de les réadopter une à une. C'est comme, il aurait dû m'appeler il y a 3 ans, j'aurais dit quoi faire, ça aurait été réglé. Bref. J'ai l'impression que ces gestes-là sèment une certaine confusion. Parce que, imagine que tu regardes l'heure, puis ce que tu vois se met à défiler, si tu fais le geste incorrectement. Il faut que ce soit bien détecté, ouais. Tu lis un texte et puis oups, ça se met à bouger pas comme tu veux ou t'as pas le bon Évidemment, Apple, là-dessus, habituellement, sont très bons pour identifier les bons gestes et limiter les erreurs ou les faux mouvements. Mais ça, c'est quand même un risque. Et si c'est mal fait, si ça fonctionne pas 100% du temps ou 99% du temps, c'est plus irritant qu'autre chose. Comme la reconnaissance vocale ou plein d'affaires comme ça. Si ça fonctionne pas, la majorité du temps, la grande majorité du temps, on devient... Voilà. Et moi, j'irrite facilement, fait que... Ah ben là, tu mettras une petite crème, il y a un onguent qui existe. C'est ça, je suis un abonné. Mon gros pot de crème à fesses, là, c'est oh là là. Et pour finir sur WatchOS, en fait, l'autre nouveauté, c'est qu'on a refait l'application d'exercice, des entraînements qu'on veut faire, tout ça pour la rendre un petit peu plus naturelle. Il y a un truc le fun, on peut régler pour qu'une liste musicale parte automatiquement quand on part un exercice et elle est basée sur l'exercice. Il y a un petit peu de magie où on va choisir des chansons basées sur votre historique d'écoute et basées aussi sur le type d'activité que vous faites pour vous pousser de la musique vraiment adaptée au contexte. Donc, si vous courez, on va mettre de la musique énergique. Si vous faites du yoga, on va mettre quelque chose de plus calme. Et on a ajouté, et ça, c'est vraiment drôle, un workout buddy, qui est strictement en anglais pour l'instant, qui a une voix d'un dude britannique extrêmement jovial ou d'une femme américaine, mais les deux sont en anglais, donc pour l'instant, c'est assez limité. Mais c'est un compagnon qui vous motive quand vous partez, qui vous tient au courant quand vous courez ou quand vous faites une activité sur l'avancement de votre progression et qui, à la fin, vous fait un résumé de si vous avez bien fait ou pas. On dit que c'est basé sur tout l'historique de ce que vous avez fait avec un produit Apple sur vous pour suivre votre exercice, votre activité physique au fil des 10 dernières années. Pour paramétrer ça et rendre ça très personnel. Ça, il va falloir vraiment l'essayer. Et ça ressemble beaucoup à... Moi, je l'ai vu la première fois, j'ai vu quelque chose comme ça. En fait, je vais dire, la première fois, c'était les montres Huawei. Donc, pour moi, ça vient de Chine. Mais c'est peut-être pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un démographique où ça va être super populaire, cette fonction-là. Et ce démographique-là, clairement, c'est pas moi. Mais il y avait des jeunes collègues là, qui étaient ici, d'ailleurs, en Europe et en Amérique latine. Et eux, ils étaient comme « Ouh, c'est bien cool, tout ça! » Donc, j'imagine que pour les gens qui ont besoin de motivation à suivre une certaine discipline d'exercice, ça va peut-être aider. J'ai l'impression que ça va devenir fatigant, ça va devenir agaçant à avoir longtemps. Écoute, je me souviens d'avoir essayé quelque chose comme ça, puis tout le temps, t'écoutes ta musique, t'es dans ta bulle, t'es dans ton podcast, tout à coup, vous avez couru 3 kilomètres. Bravo! Ne lâchez pas. Le rythme cardiaque est un peu élevé. Une alimentation équilibrée. Ta gueule, je suis dans ma bulle. Et encore une fois, ça peut être amusant dès que s'il y a un ralentissement, s'il y a quelque chose. Tu sais, j'aimerais ce que ça détecte, c'est que ça arrête automatiquement, ou que ça mette en pause, ou que s'il voit que je suis en train d'exploser, j'aimerais ça qu'on me notifie. Mais sinon, je veux de la tranquillité. C'est vraiment, ça peut devenir vite agaçant. Il y a un truc que j'ai dit au début, je vais le préciser. Quand on lance un entraînement, il y a la musique qui part automatiquement, mais on peut aussi le régler. Et j'insisterai jamais assez là-dessus. On peut le régler pour qu'il nous lance notre balado préféré. Plutôt que de la musique. Donc, vous pouvez partir en entraînement et écouter le doux son de nos voix d'une tasse de tech automatiquement. Oh là là! Je vous dis tout de suite, c'est le réglage que vous voudrez faire. Donc, vous faites 2 choses. Vous achetez une Apple Watch et vous mettez une tasse de tech comme lancement automatique. Et là, vous vous mettez à faire du sport et vous deviendrez automatiquement un athlète. C'est garanti. On va vous encourager, nous autres. En français, en plus. Allez-y! Lâchez pas! Go, go, go! Lâchez pas! Oui. Un de plus. Roulant. Ben oui, voilà, exactement. Lâche pas la patate. Donc, voilà. Ça fait un petit peu le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on a ratées. Sur macOS, il y a des changements aussi. Il y a beaucoup de changements esthétiques. On se cachera pas. Ben, c'est ça. Une demi-heure m'expliquer le fonctionnement des fenêtres givrées. Là, puis t'es comme, je comprends, là, mais pas en même temps, tu sais.
C'est quand même, le fait que ce soit... C'est du bonbon pour l'œil, je veux dire. Ouais, le fait que ce soit harmonisé entre les différents appareils, ça va peut-être être plus agréable si tu passes de ton iPhone à ton iPad, à ton Mac. Je pense qu'on s'entend. Je pense que l'iPad est celui qui a le plus profité de la refonte. Ben oui, définitivement. Ça va rendre ça très agréable. Et parlant de tablette, on va parler d'une tablette Android dans quelques secondes, si jamais tu veux. À moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter sur le c'est parfait, ça fait le tour. Ça vous résume ça de façon express. C'est ce qu'on avait promis. Je vais juste poser la vidéo et repartir l'enregistrement. Il faut que je sorte mes bébelles. En fait, je ne l'ai même pas sur moi. Je pense que on va parler de tablette OnePlus. J'ai une console Nintendo Switch 2 aussi, que tu as aussi, Pascal. On va vous présenter si vous vous demandez quoi acheter. Il y a du bon dans ce qu'on a sous la main. Là. On en parle tout de suite à une tasse de tech. Salut, ici Maxime du balado Planète Basket. 2 fois par mois, je vous propose un survol de l'actualité mondiale entourant le ballon orange avec les artisans du milieu et mes pertinents collaborateurs. Planète Basket, disponible sur l'application et dans les sections balado des sites web de vos stations Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Eh bien, nous revoilà. C'est drôle parce que nous revoilà une tasse de tech, je commence par le dire officiellement, mais quand je lance l'enregistrement sur l'application qu'on utilise pour enregistrer, il y a une fenêtre qui pop et qui cache tout l'écran et qui me dit « Vous êtes en train d'enregistrer. » Puis c'est comme « Mais je le sais. Je veux juste voir ce qui est à l'arrière du pop-up. » C'est comme dans Elvis Gratton, votre portière est ouverte. C'est ouverte, oui. Elle le sait, c'est moi qui l'ai rouvert. Voilà. Des fois, l'intelligence artificielle ou les notifications sont pas utiles. La tablette OnePlus Tab 3, une tablette Android pour faire changement, on a parlé du WWDC. Et je pense que parce que je pense que c'est le slogan de OnePlus, mais je pense que on peut le dire, c'est la tablette Android de l'année. Oui, et je suis très, très d'accord avec toi. Très surprenante. 13 pouces de diagonale, elle est mince, elle est un peu plus lourde que le iPad Pro de 13 pouces, mais je commence tout de suite par, et on parle de millimètres, là, je pense que c'est 1 millimètre de moins. De plus. 0.3, quelque chose comme ça, c'est vraiment... Exactement. Je pense que c'est même pas un demi-millimètre. La chose qui est cool, et je dis tout de suite la bonne nouvelle, la tablette OnePlus Tab 3, je l'aime beaucoup, elle est 1 000 $ canadiens pour le modèle de 13 pouces. Pour dire, le iPad Pro de 13 pouces, si on veut un écran de plus grande taille, c'est sûr qu'on n'a pas le processeur d'Apple et compagnie, c'est 1 700 $ pour commencer avec la même quantité de stockage. Donc, on a pour 700 $ de moins, on a une tablette 13 pouces qui fait super bien le travail. Des accessoires gratuits en ce moment. Je pense que pour quelques semaines encore, vous avez soit un étui-clavier ou un autre truc ou 2 trucs sur 3. Il y a comme une combinaison d'accessoires qu'on peut avoir gratuitement. Ça peut valoir la peine. Parce que l'étui, c'est 150 $, puis l'étui-clavier, écoute, tout d'un coup, tu as un portable Android, là, c'est quand même quelque chose. Tu as un portable Android et c'est vraiment surprenant. Là, je vous montre, ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai l'écran clavier qui vient avec une base style Surface de Microsoft. On colle à l'endos, c'est magnétique et ça permet ça sert de trépied. Et le clavier se clip et se recharge en se branchant sur la base. Il fonctionne une fois détaché aussi. Ouais, il fonctionne une fois détaché. C'est Bluetooth, c'est assez extraordinaire. Ouais. Et Alain, écrivez-moi si ça vous intéresse. J'ai trouvé une extension qui permet d'avoir le vrai clavier canadien-français multilingue. Je tape exactement sur le clavier avec les accents au même endroit. C'était une lacune. Dans les claviers par défaut de Google. On n'a pas le clavier français canadien multilingue. Je l'ai trouvé, ça fonctionne prodigieusement bien. Le processeur, c'est pas le processeur Apple dernière génération, c'est un Snapdragon Mobile 8 Elite. Exact. Ce qui est quand même le processeur de dernière génération de Qualcomm. Je comparais, c'est une petite affaire moins performant que le Snapdragon X d'une Surface Pro, qui fonctionne sur Windows 11, mais sur Android, ça fly en pas mal. Là. Ouais. J'ai pas senti de flottement, c'est assez génial. Mais ça, c'était le truc, là. Avant, tu tapais sur l'iPhone, tu t'émerveillais que la fenêtre agrandissait en temps réel. Là, maintenant, on s'entend que ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de connexion cellulaire. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce que, quand on a mentionné le même processeur qu'on trouve dans les téléphones haut de gamme, qu'on puisse, avec une puce, avec une eSIM,
bam, se connecter. Ce n'est pas le cas. L'autonomie est assez chouette. 12 140 mAh pour la pile. C'est la nouvelle technologie de pile de OnePlus qui est beaucoup plus dense. Fait que moi, je ne vois pas la fin de cette tablette-là. Je l'utilise à tous les jours. 70 jours d'autonomie en veille si vous l'éteignez avant que la batterie... Donc, vous avez le temps de l'oublier sur le comptoir à la maison, puis de revenir et de dire « Ah, puis elle est encore... » Elle est encore vivant. C'est quand même pas rien. Là. Ouais. Oui, puis ça, c'est une grosse amélioration. C'est quelque chose qui marchait super bien du côté d'Apple. Tu laisses une tablette, tu laisses un iPad, t'attends 2 mois, il marche encore. Sur Android, c'était pas le cas. Sur Windows, c'était pas le cas. Dans ce cas-ci, on approche de ça. La chose qui m'a surpris, autant que c'est le fun d'utiliser une tablette Android avec un clavier tapé vraiment, ça reste Android. Et je suis surpris qu'il y a encore des applications qui sont pas adaptées aux tablettes. Entre autres, Messenger. Je démarre Messenger de Facebook. Et bam, l'application est à la verticale seulement. J'ai dit, voyons, elle tourne pas, ça. Il y a pas de... Qu'est-ce que c'est ça? Et je me dis, en mode tablette, l'affaire qui est le fun, l'application, l'interface OnePlus permet, quand on ouvre assez fréquemment, quand on passe d'une application à l'autre assez de fois, il va nous proposer de la mettre côte à côte. Donc, les 2 applications qu'on ouvre fréquemment en alternance. 3 applications côte à côte en tout, je pense. Et on va pouvoir glisser avec des gestes. J'avoue que ces gestes-là ne sont pas hyper intuitifs. Je m'y suis pas mis, faut dire, mais si ça avait été intuitif, j'aurais pu, ah ben oui. Des fois, j'ai cherché, je voulais mettre 2 applications côte à côte. Encore une fois, c'est pas la tablette elle-même, c'est Android. Il y a une courbe d'apprentissage, mais une fois qu'on s'habitue, on s'en tire pas si mal, je veux dire. Exactement. Point, mais on s'approche de quelque chose. Oui, puis j'ai bien hâte parce que ça vient avec la prochaine version d'Android devrait, encore une fois, on nous promet être mieux adaptée pour les différentes tailles d'écran et les tablettes. Et là, je pense que la tablette OnePlus Tab 3 va devenir quelque chose d'extrêmement... Parce qu'il va y avoir un mode bureau. Donc, si on branche en plus un moniteur externe, vous allez avoir une tablette Android pour... tout le temps, et pouf, vous branchez un moniteur externe, vous avez le mode bureau d'Android 16, vous allez avoir littéralement l'expérience de bureau avec la tablette et le moniteur. Donc, ça va être vraiment une autre façon d'interagir. On va vraiment, puis tu le disais la semaine dernière, ça menace Chrome OS, mais ça devient une troisième façon dans le fond, d'agir, d'utiliser un ordinateur, parce qu'il y a Windows, évidemment, il y a macOS et l'écosystème Apple. Et là, tout d'un coup, il y a cette façon d'utiliser Android-là pour aller en mobile et en bureau aussi. C'est vraiment assez intéressant. Est-ce que Chrome OS et Android vont fusionner? Ce qui pourrait être quelque chose d'utile, là, Google Alphabet qui est menacé de division et tout, s'ils fusionnent, ils vont peut-être pouvoir s'en sortir en disant « Oh, maintenant, c'est la même chose ». Et puis du côté Apple, est-ce que macOS et iPadOS vont fusionner? C'est sensiblement le même processeur. Tu rajoutes dans un iPad, dans son iPad, tu rajoutes les interactions tactiles. That's it. T'as pas besoin de développer 2 systèmes. Les développeurs ont pas besoin de développer pour 2, 3, 4 plateformes et compagnie. C'est pas pire pantoute. Mais très, très satisfait. Pour 1 000 $, t'as une super belle tablette. C'est pas donné, c'est sûr. Il y a des tablettes Android beaucoup moins chères, mais qui vont être beaucoup moins performantes. Pas de stockage externe. Ça, c'est une petite... gigaoctets de stockage. Et Exactement. c'est tout. C'est la seule option. Il n'y a pas d'autre option. Je veux dire ceci, et c'est pas un défaut de la tablette, c'est que OnePlus aurait dû garder la Pad 2 aussi et vendre les 2 côte à côte, parce que la Pad 2, elle faisait 11 pouces, je pense, 12 pouces, un petit peu moins grosse, un peu plus épaisse, mais quand même, les 2 fonctionnent très bien encore en 2025. Ils auraient eu un sacré, ils auraient un one-two punch, comme on dit en anglais. Oui. Il y a eu une offre combinée, 2 belles tablettes, mais là, on aurait tiré la Pad 2 pour vendre uniquement la Pad 3. D'ailleurs, je comprends pas la logique de ça, mais ça enlève rien la Pad 3, ça le dit, mais pour ceux qui trouvent ça un petit peu trop gros, 13 pouces, ben, il n'y a pas d'autres options à ce stade-ci. Oui. Puis, mais OnePlus travaille très, très fort, puis c'est vraiment le fun de voir quelque chose, une alternative au iPad. Ouais. Ils ont ajouté des fonctions de partage sans fil qui facilitent le renvoi de fichiers d'un téléphone Android et même d'un iPhone à la tablette. On peut faire du contrôle à distance, un bureau à distance pour macOS sur la tablette. Oui. Il y a des intégrations multiplateformes qui est assez originale. Donc, pour les gens qui ont un Mac et qui se disent « je devrais nécessairement acheter un iPad »,
OnePlus essaie de dire non. Tu peux t'en servir, c'est ça, comme écran, comme deuxième écran à ton Mac. Normalement, tu es pris avec un iPad, ça synchronise avec Sidecar. Tu fais apparaître l'image, tu fais apparaître ton écran de Mac, tu le dupliques ou tu l'étends dans ton iPad. Dans ce cas-ci, tu peux faire sensiblement la même chose avec la tablette OnePlus. La chose, j'ai essayé d'installer, ça prend l'application O+, qu'il faut installer dans son ordinateur Windows. Exact, Étrangement, j'ai essayé avec mon ordinateur Windows, l'application ne voulait pas s'installer. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a cloché. Ils ont dit d'ailleurs que c'est plus difficile, c'est limité sur Windows. Je ne sais pas pourquoi, là, mais effectivement. Et donc, ça va être quelque chose à explorer. Ça sera, il y a un bidouillage ou une approbation que j'ai pas vu passer. Ça va être validé, mais ça va être très cool. Tu es en déplacement, tu as ta tablette, tu as ton laptop. Tu peux utiliser ta tablette comme deuxième écran du côté Windows, du côté Mac. Et c'est 1 000 $ seulement. Encore une fois, 1 000 $, c'est beaucoup pour une tablette, mais par rapport au iPad Pro, comparable, 1 700 $ pour le iPad Pro. Il faut raffiner le côté applicatif, mais on s'approche de quelque chose. On approche vraiment de quelque chose. Merci Pascal. Tu disais, c'est le fun, on va en voyage, on amène un bidule. Moi, j'ai traîné cette semaine la Switch 2 de Nintendo. Ça vient d'être mise en marché la semaine dernière et j'en avais une, donc j'avais l'occasion de la tester. Et je me suis dit, quel meilleur moment que d'être pris dans l'avion pendant 6 heures. L'affaire, c'est que si vous êtes pris dans l'avion pendant 6 heures, la Switch 2 va mourir à mi-chemin parce qu'elle fait pas 3 heures. Elle fait à peu près. Ça dépend des jeux, ça dépend de ce que vous faites, là, mais elle fait entre 2 et 3 heures de batterie. Il va falloir trouver un moyen de la brancher souvent. Sinon, c'est un bel appareil. Je veux dire ceci. Ouais. C'est super le fun. Si vous avez... C'est un peu embêtant parce que si vous avez déjà une Switch, c'est une mise à niveau le fun. Est-ce que ça vaut la dépense? Il faut vraiment jouer beaucoup pour que ça vaille là. Parce que c'est quand même un gros montant et les jeux sont chers. Et même la mise à niveau des jeux vers la Switch 2, la plupart, ça coûte des sous. Et t'es comme, mais pourquoi? Vraiment? C'est Nintendo, franchement, c'était l'occasion. Oui, mais tu as une version mise à jour du jeu. Tu peux utiliser beaucoup de jeux, mais il bonifie. Le Switch fonctionne sans frais, oui, exactement. Oui. Mais il y avait une occasion, là, je trouve, d'aller chercher... De raccrocher la loyauté des joueurs qui a été un petit peu ratée. Surtout que cette semaine, en plus, pour les gens qui hésitent, Xbox a annoncé une console Rogue Ally et Ally X à la couleur de Xbox. Donc, ils vont arriver aussi avec une console portative cet automne. Et là, tu dis, wow, tout d'un coup, il y a un choix. Donc, je pense que Nintendo aurait intérêt à... Mais ça, c'est du marketing, probablement. Mais aurait pu pousser. Sinon, écoute, le nouvel écran est vraiment bien. Ça fait du bien parce qu'il est plus large, il est agrandi, il est rafraîchissant. Les contrôleurs magnétiques, mon Dieu, c'est un petit détail, mais ça fait toute la différence du monde. Il y a bien des gens vont vous dire, hey, en plus, tu peux t'en servir comme une souris. Ben oui, on peut le servir d'un contrôleur Joy-Con comme souris, mais il manque encore les jeux ou l'expérience pour que ça vaille la peine, mais la promesse, c'est qu'il y a certains jeux de plateforme qui vont être le fun, des jeux style jeux de société un peu numérisés, là, ou jeux de conquête à style civilisation. C'est ça, jouer aux échecs ou juste de cliquer sur un endroit avec un style souris. Pour moi, en tout cas. Parce que je suis ici, puis ils nous parlent de l'importance de plus penser comme un ordinateur dans l'interface des appareils, puis eux, ils reviennent avec une souris sur une console de jeu. Donc, on a de la misère à sortir de cette notion d'interface-là. Et bien des développeurs de jeux portent un jeu de PC sur console et oublient que les petites icônes dans le coin, le petit X pour fermer la fenêtre, avec un gros doigt, c'est dur à trouver. Oui. Donc, on contourne ça un peu, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé que c'était un game changer. C'est pas quelque chose qui vous sert beaucoup. Sortie USB-C pour tout, donc y compris l'image. Donc, le moniteur externe, ça, c'est le fun. Vous achetez la console, elle vient avec le socle, évidemment, pour le brancher dans le téléviseur. 4K HDR, natif, pas de souci. C'est une belle image. Il y a un port USB-C en dessous, mais il y en a aussi un sur le dessus. C'est un petit détail, mais pour le charger, ça vaut la peine. Attends un peu, Alain. C'est très drôle parce que on l'a essayé, je l'ai essayé, j'ai eu l'occasion de faire la file au Costco pour aller chercher la console. J'étais le premier à rentrer dans le Costco du marché central. Les gens étaient très énervés. Je me demandais pourquoi les gens étaient nerveux derrière. Je pensais pas que tout le monde faisait la file pour la Switch 2. La prise de recharge, étonnamment, ne fonctionne qu'en bas pour la recharge. À moins qu'il change, à moins qu'il adapte. Mais j'étais très déçu parce que j'ai branché le fils de ma blonde, pour pas le nommer, jouait avec la console et la pile était basse. On a branché sur le dessus.
J'ai pas mal de souvenirs de l'avoir branché par en haut pour la charger. Écoute, on va réessayer alors, mais par en bas, ça fonctionnait. Parce que là, on va parler d'USB-C un instant. USB-C, c'est capricieux. Ouais. Et voilà, c'est capricieux. Pourtant, le même chargeur ne fonctionnait pas en haut. Écrivez-moi si je dis des bêtises. Il a fallu le brancher en bas. L'autre chose, tu parles des contrôleurs. J'ai ma note là-dessus. Je trouve qu'ils sont petits. Oui, peut-être. Ça se peut. Et c'est peut-être parce que j'ai des grandes mains, c'est peut-être parce que j'ai joué avec le joystick du Atari 2600 qui était à des mains d'ados, d'adultes. Ouais. Je trouvais que tout était petit, puis en mode souris. J'essayais de tenir la oui. Je disais, voyons, c'est bien petit. Ouais. C'est très petit. Et ça, je me demande, encore une fois, c'est un truc qui est, je crois, pensé pour les enfants. Et mon autre commentaire éditorial, c'est que ça a été lancé un jeudi à minuit. En pleine semaine d'examen scolaire. Et je trouve que le timing de Nintendo là-dessus pour un produit qui se veut... Ça va affecter les notes des résultats d'examen gouvernemental. Moi, je pense que c'est bizarre parce que c'est un truc familial. Ça aurait pu être lancé à midi. Ça aurait pu être lancé une fin de semaine. À ce moment-là, les enfants auraient pu se joindre à l'événement, à la fête. Mais tout ce qu'on voyait, c'était des adultes un peu stressés parce qu'ils voulaient probablement acheter la Switch, soit pour les enfants, soit pour la revente. Puis ceux-là vont peut-être se faire prendre parce que ceux qui voulaient spéculer, il y en a un peu plus que prévu. Les jeux sont le fun. Il n'y a pas un gros catalogue pour partir exclusif à la Switch 2, mais il y a quand même des mises à niveau, Cyberpunk entre autres. Ce que ça illustre, c'est que les jeux sur Switch 2 maintenant risquent d'être beaucoup, beaucoup similaires. On perdra pas rien en termes de contenu et d'expérience par rapport aux jeux de salon sur Xbox ou sur PlayStation 5, parce que la mécanique est quand même assez puissante. C'est pas comparable à ce point-là, parce que c'est un appareil qui reste portable à la base, mais on perd beaucoup moins de la qualité, de tout l'aspect visuel et tout le kit que on a sur un téléviseur. Écoute, j'ai été émerveillé. Il y avait une scène où il y avait des espèces de petites feuilles qui traversaient l'écran, des petits trucs qui tombaient dans le ciel. Et je me disais, mais quelle débauche de pixels incroyable! Non, mais positivement, là, c'est comme, il y a tellement de puissance de calcul, la carte graphique peut générer des petites feuilles qui tombent dans l'arrière-plan, alors qu'avant, il comptait littéralement les pixels. Ton personnage, c'était 8 pixels d'attitude. Puis là, t'as des petites feuilles en 3D qui tombent partout, puis des centaines de petites feuilles en 3D. J'étais comme, on est rendu loin dans la puissance de ces petits appareils-là. Puis tous les jeux sont plus beaux aussi. Tous les jeux sont très, 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 très beaux, là. Les détails. Mario Kart, le nouveau truc. Il y a des détails, Wow. Il faut aussi essayer Game Chat parce qu'il y a un nouveau bouton qui va directement dans la fonction clavardage. Il y a une version Game Chat où on peut, avec 4 amis en vidéo et je pense que c'est 12 amis en audio, jaser du jeu dans lequel on est, même si on n'est pas dans le même jeu. On peut partager notre écran avec d'autres. C'est vraiment extrêmement bien ficelé. Ça fonctionne avec une caméra USB-C qui est soit celle que vous achetez de Nintendo, qui est un peu bizarre, ou n'importe quelle autre caméra USB-C. La plupart sont compatibles. Pas toutes. Ce que j'ai compris, c'est que les caméras récentes sont, étrangement, celles qui sont recommandées, performantes et tout, ne sont pas encore compatibles. Peut-être qu'elles vont l'être un jour, mais que, étrangement, les vieilles webcams, fait que c'est peut-être le temps de sortir votre vieille webcam et il paraît que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Quand on utilise la vidéo en game chat, on peut soit se présenter avec la pleine image de la caméra, soit il y a un découpage de nous, en fait, de personnages qui va apparaître par-dessus l'écran derrière soi ou même devant un fond vide, ou juste le visage. Et ça doit demander certaines spécificités des caméras externes, là, qui fait que c'est pas toutes les caméras qui sont compatibles, justement. Je sais pas si j'achèterais une caméra pour juste cette fonction-là, parce qu'il y a un petit côté gadget. Mm-hmm. On comprend l'idée, là, mais est-ce que c'est vraiment pas nécessaire? On peut de toute façon juste dialoguer vocalement et ça fait en masse la job de toute façon. Si vous avez besoin à ce point-là de parler à du monde, moi je vais vous dire, t'es rétrograde. Tout seul dans son coin. Juste le multijoueur, déjà, ça m'irrite un peu. Tu vois, on a tous chacun nos irritants. Mais bref, s'il vous le faut, essayez-le en audio d'abord et vous verrez après si vous avez besoin d'une caméra, parce que c'est pas, à mon avis, c'est pas nécessaire. Surtout que si vous l'utilisez à l'écran de votre téléviseur, il faut brancher donc la console dans le socle et la caméra se branche sur le port USB-C de la console en haut. Donc, ça fait beaucoup de petits fils qui dépassent partout, puis ça vient laid vite. Ça peut être vite. Il y en a une webcam qui est en forme de fleur de Mario.
Ben oui, c'est assez joli, mais plutôt que d'acheter l'accessoire, j'essaierais une vieille webcam. Sérieusement, ça vaut la peine d'aller chez Renaissance. Ils ont souvent des vieilles webcams, puis ça va probablement donner une image amplement suffisante pour qu'on vous reconnaisse et que ça fonctionne. Puis ça a plus de chances de fonctionner qu'une webcam. Ou essayez avec vos webcams que vous avez. Si ça marche, ça marche. Et puis, il va peut-être avoir des mises à jour. Parlons d'accessoires. Oui, vas-y. Vas-y, parlons d'accessoires. Si jamais vous en avoir besoin pour les étuis, entre autres, comme c'est plus grand, tout ce qui est accessoires pour contrôleurs de jeu, des vieilles consoles, il va falloir acheter des nouveaux accessoires. Fait que ça va faire un gros cadeau. Et voilà. Vous voulez peut-être acheter un protecteur d'écran parce que l'écran dans un sac de transport va se graffiner extrêmement rapidement. Il y avait sur la Switch originale un petit film protecteur, il n'y en a pas sur celle-là. Ou s'il y en a un, il est tellement bien fait. Je pense qu'il est bien appliqué parce qu'il était bien indiqué de ne pas enlever le protecteur d'écran dessus. Je pense qu'il est préinstallé. Mais juste un étui de transport serait une bonne idée, j'ai l'impression, comme accessoire de plus. Cela dit, et ça me mène à mon dernier truc, coûte cher quand même. On va se dire les vraies affaires. La console est à, tu me corriges si je me trompe, $600, je pense? Écoute, tu me dis ça, puis je fais comme le prix de... Écoute, ça m'a coûté $850 avec la version, avec le jeu. Pourquoi pas se gâter? Ça a eu un petit rabais si on achète le jeu Donkey Kong, le jeu Mario Kart. Mario Kart, excuse-moi. Donkey Kong, c'est plus tard. Et aussi l'année d'abonnement. C'est ce qui était offert chez Costco. Il y a l'année d'abonnement au service. Ils vendent un petit peu plus. Ça coûte cher vite. Les jeux coûtent cher. Je trouve que ça vient vite, là, onéreux, parce que les jeux coûtent environ $100, des fois plus, des fois moins. Mais c'est comme un seuil psychologique que j'arrive pas à franchir. Et je fais la même chose quand je parle d'auto. Tous les chars coûtent cher. Ben là, les jeux vidéo commencent à coûter cher pas mal aussi. Je sais pas. Il faudrait regarder combien on dépensait en arcade. Parlant d'être vieux, ceux qui se souviennent des arcades, c'était 25 sous par partie. Mon budget, je sais pas. C'est un bon comparatif. Mais je pense que le ratio budget versus salaire, là, revenu, je pense que ça coûte plus cher aujourd'hui qu'à l'époque, même vu la différence de je sais pas. Mais je trouve ça un petit peu embêtant pour une console que bien des gens vont acheter pour un enfant, parce qu'il y a toujours cette aura de Nintendo, c'est une console pour les jeunes, de moins en moins. Mais quand même, si vous l'achetez pour un jeune, préparez-vous un petit budget de jeu, parce qu'après ça, il faut s'abonner à Nintendo Switch Online aussi si on veut certaines fonctions. Par exemple, tout ce qui est sur Game Chat est gratuit pour commencer, mais il va falloir payer pour éventuellement. Les jeux, tout le reste, ça va coûter des sous assez rapidement. Donc, c'est une belle mise à niveau. Et c'est ce qui fait que justement cette notion d'argent-là, de budget, me fait dire, si vous avez déjà une Switch, pressez-vous pas. Le catalogue de jeux est le fun, mais il n'est pas à ce point-là explosif que ça fait une grosse différence. Donc, prenez le temps. C'est sûr qu'il y a plein de nouveaux titres qui s'en viennent dans le prochain mois, prochaine année. On en a vu une démonstration dans la présentation originale, il y a quelques mois, par Nintendo. Mais je dirais, c'est une belle mise à niveau. C'est sûr que c'est une belle console, belle mise à niveau. En attendant, il n'y a pas grand-chose dans le mobile à part des téléphones puis des tablettes puis ça. Donc, c'est vraiment, par défaut, si vous voulez jouer à un jeu mobile, c'est la console de référence. Mais cet automne, il va y avoir de la concurrence et c'est là où ça va devenir intéressant. Alain, on se laisse là-dessus. Il faut que je donne des cours, moi? Ben oui, j'ai une autre conférence. Je dois aller de ce pas apprendre d'autres affaires sur les nouveautés d'Apple. C'est jamais fini. On remercie nos partenaires TELUS, Plan Hub, Planet Hoster qui sont avec nous pour permettre l'existence de ce podcast, la subsistance de ces animateurs. La subsistance de ces animateurs, Cogeco Média pour la mise en onde, pascalforget.com pour me lire, m'écrire, n'hésitez pas. Alain McKenna. N'hésitez pas, on peut te lire dans la presse, entre autres. N'hésitez pas à nous écrire. Allez sur le site du 98.5. Cliquez sur le lien pour nous écrire. Dites-nous où on était la semaine dernière pour gagner la chance. Dans les locaux de quelle entreprise pour des laptops, et on en fait tirer un de valeur de $500. Vous allez, on vous le rappelle rapidement, sur 98.5fm.ca, section animateur, il y a Pascal, il y a moi. Vous nous envoyez un message, vous dites où on était. Je pense qu'on était d'une place qui s'appelle Incertec, mais je suis pas sûr. Envoyez-nous le courriel, on vous ajoute à la liste. On va l'étirer un peu la période parce qu'on en a déjà beaucoup. Puis je me dis, c'est le fun. C'est bon pour Incertec, c'est bon pour nous, c'est bon pour vous. Oui, c'est tellement de bonne cause. Ben, je veux dire oui. Puis ils ont, écoutez, on dit que c'est une valeur de $500 le laptop qu'on va faire tirer, le portable. Mais ils en prennent vraiment soin. C'est comme une machine neuve, ça vaut la peine. Et profitez-en pour vous abonner, régler votre podcast sur votre montre quand vous courez, mettez une tasse de tech. On vous laisse une semaine parce qu'on revient nous autres la semaine prochaine avec un autre épisode d'une tasse de tech. Salut tout le monde!
Bonjour, je suis très heureux de vous inviter à visiter l'espace Paul Arcand qui regroupe tous mes projets balado, ainsi que ma revue de presse au quotidien dès 6 heures le matin. Disponible sur le site de votre station Cogeco Média.